Alors, on est bon, c'est bon. Donc, salam alaikum, marhaba bikoum. Bonsoir à tous dans ce webinaire ramadanesque. Donc, c'est le premier d'une petite série. Avec, enfin, sous trois sous-thématiques principales. Donc, la première aujourd'hui, ça va être l'initiation et les outils d'apprentissage en charpente métallique. Puis par la suite, il y aura deux autres sous-thématiques, l'une pour tout ce qui est montage, fabrication, etc. en charpente, et la troisième pour les vérifications réglementaires et le contrôle technique de manière générale. Donc, cette conférence ou bien ce webinaire va être réalisé principalement dans la continuité de la SICOM, qui est la conférence internationale de la construction métallique et mixte, qui a été organisée par l'USTO-MB, donc l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, Mohamed Boudiaf, dont nous avons aujourd'hui un représentant prestigieux en la personne du professeur Jamal Din Kardal, que je salue. Donc, professeur, est-ce que vous m'entendez? Alors, on ne vous entend pas. On va peut-être. Vous m'entendez de votre côté, il n'y a pas de souci. Très bien. Je lis dans vos lèvres. Que j'arrive à voir que. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez voir l'audio de votre côté s'il n'y a pas de problème? Sont activés, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, on vous entend. C'est bon. On vous entend très bien. Très bien. Très bien. Donc, la connexion, elle est bien établie. Voilà, donc je disais, nous avons avec nous le professeur Jamaldine Kartal, qui a eu la gentillesse de nous accueillir lors de la SICOM 21 justement. Lors événement lors duquel nous avons eu l'occasion notamment de signer un accord campus avec l'université. Donc c'est un accord qui consiste en la mise à disposition des outils CIP aux universitaires, donc les étudiants et les enseignants, les enseignants de manière générale. Donc, c'est des logiciels didactiques qui permettent notamment d'apporter, c'est-à-dire une grande aide dans l'apprentissage. Et c'est pour ça justement qu'on essaye un peu d'intervenir dans ce sens. Donc, le webinaire aujourd'hui va avoir trois axes principaux. Normalement, vous avez eu l'occasion de les consulter au niveau du programme. Donc, le premier axe, c'est justement l'initiation, donc le parcours universitaire. Et c'est le professeur Kerdal qui va nous prodiguer ces informations, donc en tant que professeur au niveau de l'université d'Oran. Et par la suite, nous allons présenter à travers la nouvelle entité CARCP Academy, un programme de formation qui est plus ou moins inédit, qui est orienté vers l'apprentissage hybride, donc une partie en présentiel, une partie c'est-à-dire en ligne. Et enfin, il y aura une partie sur les logiciels, durant laquelle je vais présenter un peu les différents outils didactiques. Donc, on va principalement s'orienter vers l'aspect d'apprentissage lors de ce webinaire. On aura l'occasion par la suite d'introduire d'autres notions dans d'autres rendez-vous ou webinaires. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la main au professeur Kardal. Donc, professeur, je vais vous laisser l'accès pour pouvoir présenter. Voilà. Alors, montrer mon écran. Voilà. Juste un dernier point seulement. Donc, pour les participants qui sont présents parmi nous, bon, déjà, bienvenue parmi nous. Et à partir de là, vous aurez, pour certains, vous l'avez déjà compris, il y a la possibilité d'introduire des questions ou bien des commentaires. Donc, n'hésitez pas à le faire, que ce soit par rapport c'est-à-dire la fiabilité du système ou alors même des questions par rapport au contenu. Donc, on va essayer de les prendre en charge au fur et à mesure.
D'accord? Voilà, donc professeur, c'est à vous. Bon, parce que là, avant de commencer, j'ai les deux écrans où je me vois et je vous vois. Comment je fais pour, j'appuie sur la Non, non, croix pour, mettez-vous sur votre diapositive et vous oui, présentez normalement. ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Monsieur Voilà. Khair, الحضورين وصعبتكم. Alors, j'ai été chargé de un peu présenter l'utilisation de l'acier dans tous les domaines de la construction, et particulièrement dans le domaine du bâtiment, tout ce qui est bâtiment, habitation, bureaux, industriels, agricoles, etc. On rappellera aussi les règles de vérification brièvement des constituants des ossature de ces bâtiments, les poteaux, les poutres et les tirants, ainsi que les éléments de contrebande. Voilà. Voici un bâtiment sous forme simplifiée. L'ossature est constituée par les poteaux et les poutres qui supportent le plancher et qui transmettent les charges du vent et de la gravité vers les fondations. Ça, c'est le rôle de l'ossature. Un exemple d'une ossature simple, en voie de réalisation, comme vous pouvez le voir, on voit nettement les poutres, les poteaux et le plancher. Une deuxième réalisation qui a été faite ici à Oran, ici on voit bien le contreventement qui est une croix de Saint-André dans ce bâtiment qui a été terminé il y a 2 ou 3 ans à Oran. Pour les ossatures de halles industrielles, vous avez un autre type, un fonctionnement qui est à peu près analogue, mais simplement une constitution un peu différente. Vous avez des portiques transversaux qui résistent aux charges latérales qui proviennent du vent et tout ce qui est contreventement, croix de Saint-André, poutre au vent, qui vont reprendre les efforts sur le pignon et les transmettre aux fondations. Donc ça, c'est les ossatures d'une halle industrielle. Le portique avec tous ces éléments reviendra sur les poutres, les poteaux, les pannes et les lisses qui servent de support au bardage, c'est-à-dire la couverture latérale, et les pannes qui servent de support à la toiture. Voici un exemple simple d'une structure simple qui a été en voie de réalisation, qui est terminée. Ce sont des structures qui sont toutes terminées, mais on voit bien le poteau, la traverse qui constitue le portique et les pannes et une partie du contreventement. Voici une structure terminée où je voulais juste la montrer parce qu'on voit bien la couverture qui repose sur les lisses et le bardage qui s'appuie sur les lisses ainsi que les différents contreventements et des éléments dont on reparlera, qui sont les tirants et les suspentes pour les lisses et les pannes. Alors, les fermatrices sont utilisées quand les portées deviennent supérieures à 25 ou 30 mètres, quand on ne peut pas faire des traverses, donc on utilisera des fermatrices. Donc, c'est basé sur le même principe, avec toujours des pannes et des lisses de bardage, et avec les différents éléments qui seront soit tendus, soit comprimés, comme on le verra par la suite. Voici un exemple d'une structure ferme-à-treillis, poteau avec ferme-à-treillis, avec une poutre de roulement en voie de réalisation. Et si les dimensions sont importantes, il est évident qu'on est obligé d'utiliser, même pour les poteaux, des treillis, pour la toiture des treillis. Voici par exemple le hangar qui a été réalisé pour l'Airbus A380 à Toulouse, qui est une structure qui fait à peu près 90 mètres de portée. Alors là, l'intérêt de la construction métallique, c'est qu'on peut la fabriquer en atelier, on peut découper en atelier, souder en atelier, stocker sur le site et ensuite transporter tout sur le chantier pour faire l'assemblage de l'ossature. Et après avoir réalisé ce qu'on appelle le génie civil, c'est-à-dire les fondations et les longrines en béton armé. Et voici une ossature en cours de montage. J'ai montré ceci juste pour le plaisir parce que c'est une structure très spéciale avec le cintrage des poutres. C'est une poutre tridimensionnelle, c'est un péage d'autoroute en France. Alors, je vais commencer par donner un bref historique de l'utilisation de l'acier dans le monde parce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour comprendre où on va. Alors, la construction métallique elle a plus de 2 siècles d'existence et on a amélioré, c'est tout en constante amélioration parce qu'on est passé du fer à la fonte, à l'acier doux,
à l'acier à haute résistance et aux aciers spéciaux et aciers inoxydables, les aciers inoxydables qui sont de plus en plus utilisés de nos jours. Alors, ce petit dessin, ce schéma, ce dessin montre comment la fabrication de l'acier a évolué. Ça, c'est 3500 ans, ça, c'est de nos jours des usines ultra modernes, dont nous avons aussi en Algérie quelques exemples. Alors, les dates importantes, 1745, c'est le début de la révolution industrielle, donc c'est l'industrialisation de l'acier fondu en Angleterre. En 1779, on réalise le premier pont métallique en fonte en Angleterre. Il est toujours debout et les gens vont, c'est une pièce de musée, et vont le visiter. Les premières ossatures poteaux de bâtiments en Angleterre sont réalisées à partir de 1801. Le rivetage qui permet de réaliser des sections est fait en 1830. La poutrelle métallique, la poutrelle en I est inventée en France en 1845 et en 1880, on a la soudure électrique qui se développe. Alors, le pays où la construction métallique est le plus utilisée, où les bâtiments sont fabriqués les ossatures de ces bâtiments sont fabriquées en construction métallique, c'est le 19e siècle aux États-Unis, dans les grandes villes où on fait des bâtiments de plus de 20 étages en construction métallique. Quelques exemples aussi l'exemple le plus frappant aussi, c'est la Tour Eiffel qui comprend 7300 tonnes d'acier. Et les gratte-ciel, on passe du Metropolitan Tower en 1909 de 215 mètres en Chine, à Shanghai, en 2015, on a réalisé la Shanghai Tower qui fait 632 mètres et 128 étages. J'ai juste aussi montré des plateformes pétrolières qui servent à pomper le pétrole et le gaz un peu partout dans le monde, dans la mer du Nord, au Mexique, etc., dans le golfe du Mexique. Elles sont réalisées en acier, c'est des structures gigantesques. Alors, je vais aussi montrer quelques images de ponts. Ça, c'est un pont qui a été réalisé en 1815 et des images de ponts en arc avec les suspentes. Un pont aussi en arc qui est un pont, c'est une merveille d'architecture. Et des ponts à haubans, on en a quelques-uns maintenant en Algérie. Des ponts suspendus, on a le fameux pont de Constantine pour notre part, le pont de Saint-Nazaire et le viaduc de Millau. Pourquoi le viaduc de Millau? Parce que c'est le pont le plus haut du monde. Et on a utilisé, si on avait utilisé du béton, on aurait utilisé 200 000 tonnes de béton. Comme on a fait le tablier en acier, on a réduit le tonnage à 45 000 tonnes, donc 45 000 tonnes d'acier. Voici le viaduc de Millau en cours de réalisation. En Algérie, nous avons notre part d'ouvrages métalliques et les ouvrages les plus impressionnants, ce sont ceux qui ont été réalisés pour le chemin de fer quand la colonisation a voulu développer l'intérieur du pays et coloniser le pays. Ils ont réalisé le chemin de fer, donc il y a eu une nécessité d'ouvrages, donc des ponts, c'est des ponts rivés qui ont été faits au 19e siècle, dans les années 1860, 1870, etc. Et aussi, à Oran, je pense que c'est le cas dans d'autres villes qui ont été construites en même temps, je pense à Annaba, Alger et Constantine, les solives des poutres de plancher sont en acier, ce sont poutrelles en I. On a cet exemple quand on détruit à Oran des anciens bâtiments, voilà ce qui reste des poutrelles en I. On a quelques exemples de poutrelles rouillées qui les restent. Alors, Alger, par contre, il y a 203 bâtiments en ossature métallique qui ont été réalisés entre 1929 et 1933. Ces bâtiments existent toujours. Voici, j'ai deux exemples de photos de ces bâtiments. De l'extérieur, on ne peut pas savoir que c'est des bâtiments à ossature métallique si on n'avait pas si cela n'avait pas été répertorié par l'Office technique français de l'époque. À Oran, entre Oran et Tlemcen, on réalise une ligne de chemin de fer à grande vitesse. Ici, c'est le viaduc à l'entrée de Tlemcen. C'est un pont qui fait 12 mètres de hauteur. Et vous avez différents ouvrages de franchissement, soit de voies ferrées, soit pas de voies ferrées, de routes, etc., comme cet exemple. Ici, on montre la pose d'une poutre mixte acier-béton. Ici, un viaduc terminé. Donc, il y a à peu près 56 000 mètres linéaires de poutres en acier de grande dimension. Le nouveau stade d'Oran ainsi que les autres stades du complexe olympique sont en acier. Et je reviens en arrière.
les péages d'autoroute est-ouest sont réalisés en structure tridimensionnelle. Je pense que vous les avez vus, certains sont terminés, la plupart sont en attente d'exploitation. Alors, je vais juste faire un bref rappel sur la réalisation, sur comment on fabrique l'acier. Vous avez deux procédés, la filière au fourneau et la filière ferraille. Et je donne un chiffre, en 2022, la production a atteint 1,88 milliard de tonnes métriques d'acier dans le monde. L'Algérie commence à exporter de l'acier, des produits en acier, par rapport à l'entreprise Tosyali qui se trouve à Bettrewa à Oran. Alors la filière au fourneau, c'est la filière de Hajjaj, je vais passer. Mais la filière électrique est intéressante parce qu'on récupère toute la ferraille et donc ça participe au nettoyage de nos villes. Et donc on ne voit plus ces déchets et on peut recycler l'acier indéfiniment. Donc du point de vue écologique, du point de vue économie verte, l'acier est très intéressant et ne pollue pas. Quand on démolit des structures en acier, on peut tout récupérer. Voici des exemples de réalisation de poutres en I après laminage d'un bloom. Donc on voit bien les trois étapes, les différentes étapes de façonnage d'une poutre en acier de grande dimension pour obtenir des sections laminées à chaud de type I, H, des U, des cornières, des tubes ronds, carrés, etc. Et on peut aussi plier des tôles pour réaliser des sections formées à froid qui sont de plus en plus utilisées en tant que panne et lisse de bardage, panne de toiture et lisse de bardage, et même pour réaliser de petites structures métalliques légères. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que l'acier, c'est un matériau qui est ductile, qui peut supporter de grandes déformations avant rupture. Et c'est une des qualités essentielles qui permet de résister au séisme. Il y a des pays qui ont compris ça, comme au Japon et en Iran aussi. L'Iran construit beaucoup en acier parce qu'ils ont eu des séismes sévères et ils réalisent beaucoup de structures en acier, ce qui n'est pas le cas de notre pays. Alors, c'est l'essai de traction qui permet de caractériser la nuance. L'essai de traction, on tire sur une éprouvette et on la casse et ça nous permet de tracer un diagramme de traction qui nous donne la limite d'élasticité, la contrainte ultime FY et surtout l'allongement à rupture qui est une donnée essentielle pour avoir une idée sur la ductilité et aussi la partie d'écoulement plastique qui permet la redistribution, c'est très important, la redistribution des efforts, c'est ce qui permet une meilleure résistance à des efforts imprévus ou plus grands que prévus. Donc l'acier aussi, les nuances d'acier, maintenant on est capable de réaliser des aciers avec des nuances assez élevées qui ont les mêmes propriétés que les aciers ordinaires, comme l'acier le 235. Donc c'est des aciers AS450 qui ont des limites d'élasticité très élevées, 440, mais avec des propriétés similaires, avec ce palier de plasticité qui est très important pour la résistance des structures en acier. Alors, on va commencer à parler des pièces qui sont soumises à de la traction. On en trouve beaucoup dans les bâtiments, on les trouve dans les ponts en suture métallique. Voilà un bâtiment, le même bâtiment que j'ai déjà montré. Donc, vous avez les barres de contreventement qui peuvent être tendues. Vous avez les liernes de toiture qui sont entre les pannes, qui sont des éléments tendus. Et vous avez les suspentes, des lisses de bardage qui sont en traction. Donc, ce sont des éléments. Voici une photo d'un bâtiment industriel où on voit les liernes. Ici, on peut voir les liernes et aussi le contreventement. On sait que le contreventement, il y a toujours des barres tendues et des barres comprimées. Les liernes, ce sont simplement des barres filetées aux extrémités que l'on boulonne entre les liernes. Et suspendre des lisses de bardage, c'est le même principe, mais c'est vertical. Voilà des exemples d'un bâtiment industriel avec les lisses de bardage qu'on peut voir réellement, c'est ces traits fins qu'on retrouve entre les lisses. Alors, dans les fermes à treillis, dans les contreventements, vous avez des éléments comprimés et tendus, toujours si les charges sont appliquées au nœud, donc c'est quelque chose. Un rappel de RDM, vous voyez, la méthode de section permet d'avoir des barres en traction et la formule de la loi de Hooke permet de déterminer l'allongement, si on veut, ou les contraintes.
Alors voilà des fermes à treillis ou des poutres à treillis réalisées en réalisation. Vous avez aussi des bâtiments à étages où les contreventements sont en croix de Saint-André ou en V, avec aussi des bâtiments avec des planchers suspendus. On voit ici un exemple de plancher suspendu. Donc il y a des éléments où les planchers sont suspendus à un noyau central. Ici, c'est un exemple d'une voie extérieure d'accès, un parking pour gagner de l'espace. Et ben, on a suspendu la voie. Aussi les câbles qui permettent de suspendre des toitures, Donc les sections, des sections que l'on peut utiliser sont des sections, toutes les sections sont possibles. Il suffit de calculer, de déterminer la section et de choisir en fonction de la résistance et de l'effort appliqué. Alors, s'il y a en construction métallique, on est obligé de faire des assemblages, donc on est obligé de faire des trous pour passer des boulons. Donc il y a dans les plaques, s'il y a des trous, on a des sections nettes et malheureusement la ruine peut se produire par fracture à travers la section nette. Et là où il n'y a pas de trou, la barre peut s'allonger du fait de la ductilité de la barre. Donc vous avez deux résistances à déterminer, la résistance plastique de calcul de la section brute et la résistance de la section nette. Alors pour les poutres, c'est l'élément le plus courant que l'on trouve dans les bâtiments parce qu'ils servent pour les planchers en béton armé. Donc vous voyez ici des exemples de bâtiments avec des centaines de poutres que l'on peut voir. Les poutres, c'est l'élément essentiel. Voici la poche d'une poutre dans un bâtiment. Des poutres qui sont aussi, on peut réaliser des poutres de grande dimension dans des ateliers. On peut aussi faire des ouvertures de différentes formes dans les poutres pour gagner en hauteur, gagner aussi en résistance, et ça permet aussi de faire passer la tuyauterie dans ces ouvertures et donc de gagner, si on fait le calcul, on peut gagner un étage tous les 10 étages. Donc on peut réaliser 30 cm sur une hauteur parce que la tuyauterie va être à l'intérieur de la poutre et non sous la poutre. Il y a aussi un autre type de poutres, ce sont des poutres avec des semelles beaucoup plus larges. C'est des poutres reconstituées avec une semelle beaucoup plus large qui permettent de la pose de dalles en béton armé. C'est les slim floor. C'est un procédé qui se développe beaucoup dans la construction des bureaux en Europe. Voici les sections. On peut avoir tous les types de sections. Il suffit de calculer et de trouver la bonne section. Mais plus important, c'est la représentation schématique des appuis, la représentation de la charge, poutre sur deux appuis simples, poutre console appuyée, poutre continue, et surtout, et dessiner le diagramme des moments fléchissants et le diagramme de l'effort tranchant. Ce qui est important, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. On se fie aux résultats qui sont donnés par un programme informatique, par un logiciel, et on oublie de vérifier tous les diagrammes, et c'est vraiment dommage. Alors, ce qui se passe dans les poutres fléchies, c'est qu'elles peuvent développer des rotules plastiques, et donc la possibilité que l'on a d'aller d'une résistance élastique à une résistance plastique, donc d'un moment élastique à un moment plastique, et donc ça nous permet de classer les sections en 4 catégories: section 1, section de classe 2, section de classe 3 et section de classe 4. Les sections de classe 1 sont des sections qui développent leur moment plastique, ainsi que les sections de classe 2. Les sections de classe 3 développent simplement le moment élastique de résistance, et les sections de classe 4 sont simplement conçues pour la déformation, pas pour la résistance. Donc, les vérifications sont données en fonction des classes. Donc, on utilise soit le module plastique, soit le module élastique, soit un module efficace. Ainsi, pour l'effort tranchant, il y a une vérification assez simple à faire. Alors, pour les pannes de toiture, j'ai laissé quelques instants pour les pannes de toiture parce qu'elles travaillent en flexion déviée, elles ne travaillent pas en flexion simple, flexion déviée. Ici, on voit une pose de toiture une pose de panne sur la toiture, les pannes posées. Et donc, voici un schéma d'un plan avec les pannes et les lisses de bardage. Voilà, les lisses de bardage de pignon et de long pan. Et la vérification se fait avec une formule d'interaction qui fait intervenir les deux moments, moment MY et moment M7. Pour les flèches, il faut calculer la flèche pour la charge gravitaire, la flèche pour les charges d'exploitation,
Et si nécessaire, si on doit avoir des poutres de grande dimension, comme c'est le cas ici, c'est une poutre de 16, ce sont des poutres de 16 mètres de long qu'on a été obligé de cintrer pour éviter d'avoir des poutres trop hautes avec une hauteur d'1,50 m. Donc on les a cintrées. Et donc la formule de vérification permet d'introduire le cintrage delta 0 pour réduire la flèche. Il y a dans le cas des poutres des phénomènes d'instabilité qui sont comme le déversement, c'est-à-dire le déplacement latéral de la semelle comprimée avec une rotation de la section, comme on peut le voir ici. Ici, c'est un essai dans un laboratoire et là, c'est une poutre qui s'est effondrée dans une structure. Et aussi le problème de voilement des armes de poutre qui se produisent dû à l'effort tranche. Alors, pour les poteaux, on a des poteaux comprimés et des poutres poteaux. Alors, l'élément comprimé, ce sont des éléments qui sont soumis à des charges simplement axiales de compression, mais c'est surtout valable pour les fermes ou les poutres-étriers et les systèmes de contreventement, comme je vois sur la figure. Les éléments comprimés peuvent être constitués comme pour les sections entractées ou les sections fléchies, du même type de section, il suffit de calculer. Et le seul problème du poteau, comme pour les poutres qui déversent, les poteaux peuvent flamber et c'est un mode de déformation qui apparaît sur toute la longueur du poteau et qui peut subvenir brutalement. C'est le danger du flambement, il survient brutalement. On voit ici des photos de poteaux qui ont flambé. Voilà, des flambements de poteaux. Ici, le flambement d'un poteau, on le voit. Ici, c'est un essai en laboratoire, on voit bien la déformation latérale. Il y a aussi le phénomène qu'on obtient, c'est la formation de rotules plastiques, c'est-à-dire l'écrasement d'un poteau qui n'est pas élancé. On verra ce que c'est l'élancement. Donc, on a des poteaux qui peuvent flamber, des poteaux qui vont s'écraser. Alors, les longueurs de flambant, c'est la fameuse canne de Charlot. Donc, on a tous eu ça, on a tous fait cette expérience. C'est un déplacement hors plan de l'ensemble de la section, mais il faut déterminer le système statique, c'est-à-dire le système, les appuis aux extrémités qui vont nous déterminer la longueur de flambement de cette barre. Alors, pour déterminer la longueur de flambement de la barre, c'est la théorie classique de l'air qui permet de déterminer cette longueur de flambement à travers la charge critique et déterminée en fonction des conditions d'extrémité. On a une charge de l'air et l'élancement qui nous permet de déterminer la contrainte critique, sigma critique, en fonction de l'élancement lambda, qui est le rapport de la longueur de flambement sur le rayon de gyration, I, qui est racine de I sur A. Ça nous donne la première courbe de flambement, c'est la courbe de flambement de l'air, et elle est limitée par la limite d'élasticité de l'acier, qui est ici, par exemple, 235. Malheureusement, la contrainte, la courbe de flambement de l'air ne peut pas s'appliquer aux éléments métalliques courants. Donc, on a développé, on le verra par la suite, d'autres méthodes pour déterminer les contraintes, la résistance des barres comprimées. Alors, la barre biarticulée que l'on a montrée, c'est le cas fondamental du flambant. Donc, on doit utiliser on doit déterminer les longueurs de flambement des barres isolées. On voit bien que le coefficient de flambement varie de 0,5 à 2 en fonction des conditions d'extrémité et les charges aussi vont aller de 4 à 0,25 pi au carré EI sur L au carré. Donc les longueurs de flambement, on le voit ici sur une manipulation qui a été faite en laboratoire. Articulé, si on considère que ça c'est 1, encastré, on a 4 fois. Ici, encastré, articulé, c'est 2 fois. Et encastré libre, la console, c'est 0,25. C'est le quart de la première charge critique. Ici, je montre deux structures contreventées. Vous avez le contreventement. Articulé, on met une charge. Et la longueur de flambement, elle est la longueur du poteau. Par contre, si on met des appuis rigides, la longueur de flambement va être 0,5 et on multiplie la charge par 4. Et vous avez le cas où on enlève les contreventements. Donc, la partie supérieure peut se déplacer, la partie inférieure est fixée rigidement, mais la partie supérieure qui est fixée rigidement, mais le plateau peut se déplacer, on a une charge qui est équivalente au premier cas.
Il faut aussi tenir compte de la direction de flambant dans ces poteaux. Hein. C'est important de savoir dans quelle direction le poteau va flamber, par rapport à quel axe. Est-ce que c'est l'axe, le plan Y ou ZZ? Et s'il y a des points d'appui intermédiaires, aussi déterminer les longueurs de flambant. Alors, le comportement des poteaux est très complexe, il dépend de plusieurs paramètres et on a considéré que les lancements étaient un paramètre essentiel. Donc, dans le domaine élastique, s'il y a flambement dans le domaine élastique, lambda, le lancement sera supérieur ou égal à 100 à peu près. S'il n'y a pas de flambant, c'est-à-dire une charge un poteau qui va s'écraser, on a un lambda qui est égal à peu près à 30, mais tous les poteaux actuels qu'on utilise de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de longueur ont des élancements qui vont être compris entre 50 et 70 et ils flambent dans le domaine inélastique, pour lequel la formule de l'air ne s'applique pas. Alors, dans le passé, chaque pays avait sa réglementation, donc chaque pays avait sa résistance et les poteaux ne pouvaient pas traverser la frontière. Hein. Donc, chaque pays avait sa petite formule et était jalousement, et la gardait jalousement. Donc, l'Europe, quand elle a été créée, a considéré que ce n'était pas une bonne idée. Donc, ils ont demandé à la CECM, Commission européenne de la construction métallique, de lancer un programme expérimental dans les universités. Ils ont fait plus de 1500 essais. Voici, par exemple, une représentation de 669 essais qui ont été effectués. On voit la dispersion des points, mais si on prend la moyenne moins 2 écarts types, on peut dessiner une courbe qu'on va appeler la courbe B et qui est le point de départ des courbes européennes de flambant. On en a trouvé 4, il y en a actuellement une 5e, et comme on travaille avec le règlement algérien, on est resté à 4, A, B, C, D. Ce sont des courbes qui nous permettent de déterminer la résistance à partir de la longueur de flambant et des élancements et de l'élancement réduit, et ensuite à partir de différents coefficients qui nous permettent de déterminer le coefficient de réduction Xi qui nous permet de déterminer la résistance, NBRD, B pour buckling, c'est-à-dire le flambant en anglais, la résistance, l'effort appliqué inférieur ou égal à la résistance au flambant. Donc ça c'est Xi, c'est le coefficient qui réduit la charge plastique, la résistance plastique du poteau, hein, la résistance plastique NPL, plastique AFY. Alors, pour les poteaux, dans les structures, ils sont toujours comprimés et fléchis. Hein. Même si les poutres sont articulées à leur extrémité sur le poteau, il y a toujours un petit moment qui est transmis au poteau. Si les assemblages sont rigides, effectivement, automatiquement, il y a des moments de grande valeur. Donc, ce sont des poteaux qui sont comprimés et fléchis. Et donc, on est obligé de les vérifier. Donc, on doit tenir compte de la direction du moment. Est-ce que c'est un moment par rapport à un plan Y, par rapport à un plan Z, ou des moments dans les deux plans? Et vous avez les formules de vérification des poteaux, la formule d'interaction qui est donné. Et s'il y a risque de déversement, puisque c'est un poteau qui est fléchi, s'il est fléchi dans le plan ZZ par rapport au plan YY, eh bien, il peut y avoir déversement. Donc, le règlement vous permet de vérifier le risque de déversement aussi. Alors, juste pour terminer, vous avez une ossature à nœud déplaçable. Il n'y a pas de contreventement. Voici le schéma statique. Et si on met un poids, suffisamment de poids, la structure va flamber, elle va se déformer latéralement. Voici. Donc, les longueurs de flambant ici sont supérieures à la longueur du poteau. Ainsi, on aurait peut-être une longueur de flambant de 1,5, longueur du poteau. Par contre, si on bloque le déplacement latéral en mettant des contreventements, ben la charge que l'on peut mettre sur la structure est beaucoup plus grande et les longueurs de flambant sont comprises entre 0,5 et 1. Alors voilà, pour terminer, il y a l'incendie. L'incendie est un risque pour les ossatures en métallique, hein, malgré que le béton armé aussi, quand il y a un incendie, le problème de l'eau dans le béton fait éclater le béton. Mais il y a aussi, il faut les protéger, et aussi le problème de la corrosion il faut entretenir les structures en acier. Alors, juste pour terminer, une structure, il faut évaluer le chargement, hein, c'est-à-dire les actions et les actions qui agissent, c'est-à-dire la charge de gravité, les charges d'exploitation, le chargement latéral, qui soit le vent ou le séisme.
on modélise la structure, hein, c'est ce qu'on fait avec les logiciels, comme le logiciel que va vous présenter mon camarade, et vous faites une analyse qui vous permet de déterminer les effets de ces actions, les moments d'effort tranchant et d'effort N, et donc faire la vérification de ces éléments. Alors, dans ce qui suit, mon camarade qui m'a introduit qui va vous présenter une méthode d'apprentissage, comme il l'a indiqué, inédite, qui permet de combiner les méthodes numériques, c'est-à-dire les plateformes et logiciels, avec des présentations de cours et d'applications sur la construction métallique. Et je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à mon camarade. Merci beaucoup, professeur Kardal. Bon. Donc, merci pour ce discours, enfin, pour cet exposé très enrichissant. Je sais que vous avez dû résumer énormément c'est-à-dire le contenu, mais déjà, Hagda, c'est quand même un contenu très, très riche. Donc, on vous remercie pour ça. Voilà. Donc, entendu. Je pense qu'il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. On commence à avoir des questions par rapport à votre présentation. Je pense qu'on va peut-être laisser ça pour plus tard, à la fin du webinaire. D'accord? Donc, justement, pour faire dans la continuité de ce que vous avez présenté, bon, je vais arrêter juste le partage de votre écran. Voilà. Donc, comme on le disait au début du webinaire, donc là, on est sur un parcours d'apprentissage classique. Donc, à mon niveau, je vais vous présenter un peu une méthode qui va, c'est-à-dire un peu au-delà. Donc, au-delà, sans pour autant mettre de côté le rôle primordial du parcours universitaire ou de l'université, forcément, qui reste quand même l'aspect le plus important. Mais, c'est-à-dire avec le temps, on a constaté que les ingénieurs en sortant de l'école ou de l'université avaient une certaine, c'est-à-dire difficulté à appréhender le monde du travail. Et c'est justement l'objectif qu'on a, c'est-à-dire essayé d'introduire dans cette formation qui introduit justement des notions théoriques basiques, c'est-à-dire c'est des rappels, rien de plus que des rappels, mais liés à des projets, donc dans un environnement de logiciel. Donc le logiciel justement va permettre d'introduire ces rappels-là de manière générique, mais aussi de produire des projets concrets qui permettent réellement de réaliser ou plutôt de faire des études complètes. Donc, je vais lancer ma présentation. Donc là, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Non, je ne vois pas votre écran. Non, toujours pas? Attendre l'affichage de l'écran KRCP Consulting. Non. Ah, voilà. Et... Ah voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Très bien. Voilà, donc là, hop. Donc ici, on est sur le site justement de KRCP Academy, pardon, dans lequel je vais juste vous présenter le cours dont on va parler principalement. Donc, c'est un cours orienté charpente métallique, vu qu'on est dans cette thématique-là. Et le principe de ce cours, c'est que justement, il va permettre la conception, la modélisation et l'analyse et les détails, donc avec des notes de calcul et des plans pour des structures. Donc, différents exemples, différents projets, en introduisant les différents éléments, en les optimisant, etc. Et c'est-à-dire toujours avec les références réglementaires qui sont introduites dans le logiciel, donc en termes d'RPA, en termes d'RNV, Eurocode, etc. Le contenu de cette formation, donc principalement la grande particularité de cette formation, c'est qu'elle va être divisée en deux parties. Donc c'est une formation hybride qui constitue, c'est-à-dire un parcours en ligne qui va être le gros du travail par l'apprenant, et une partie en présentiel, donc des workshops ou des ateliers qui vont être c'est-à-dire présents de manière récurrente, une fois par semaine, en présence de l'instructeur. Donc ça va permettre d'assimiler les informations acquises pendant la semaine, donc sur la plateforme en ligne, et
en même temps d'apprendre de nouvelles choses en présence de l'instructeur. Donc, ça permet d'un côté à l'apprenant d'être un peu plus autonome dans son travail et de s'impliquer un peu plus. Donc forcément, les résultats sont beaucoup plus intéressants dans ce sens. Bon, pour les modalités, etc., il y a une plateforme en ligne que je vais vous présenter juste après. Et pour le logiciel, forcément, il y a l'accès à une licence avec la possibilité d'intégrer le programme. Donc le programme en lui-même, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on va juste parler de l'aspect modélisation, calcul, analyse, etc. Mais aussi la possibilité, comme je vous le disais, de solutionner des cas pratiques et des projets d'évaluation de manière autonome. Donc, à travers le parcours de formation ADAIA, vous allez avoir la possibilité donc de consolider des acquis théoriques à travers les unités d'apprentissage. Donc, il ne s'agit pas seulement que de logiciels, il y a aussi un parcours qui se réfère justement à des notions théoriques. Donc, bon, la portée du programme, on va passer. En termes de contenu académique, il va y avoir 5 modules principalement. Donc, pour ce cours, je parle de ce cours justement. Il va y avoir un premier module de généralité, un deuxième bon, pour les charges, surcharges, etc. Un troisième pour la conception et le calcul des structures. Les paramètres de calcul, analyse et résultats, et enfin, calcul et vérification des assemblages. Bon, il y a des modules complémentaires qui ne sont pas forcément intégrés dans le parcours officiel, mais qui sont, c'est-à-dire qui interviennent comme complément à la formation. Donc, chacun de ces modules, on va le retrouver par la suite dans la plateforme en ligne, comme je vais vous le présenter. Bon, sur le site, vous allez trouver une petite vidéo qui permet de voir un peu le parcours qui est prévu pour la formation. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, la connexion, elle est un peu... Voilà. Donc, c'est juste un aperçu. Vous pouvez consulter ça sur le site si vous le souhaitez. Et enfin, voilà. Donc là, c'est ce que je voulais vous présenter. C'est les 5 étapes clés de la formation. D'accord? Donc là, on est sur 5 étapes des plus importantes. Donc la première, ça va être les évaluations continues. Donc c'est la possibilité pour l'apprenant de s'exercer. Donc c'est des exercices rapides à la fin de chaque unité d'ouvrage ou alors à la fin de chaque petit exercice de modélisation qui permettent, c'est-à-dire d'acquérir des compétences comme ça de manière dynamique. Après, vous allez avoir les check-in. Donc, c'est la deuxième étape. C'est des mini-projets qui permettent à l'apprenant de mettre en pratique ce qu'il a appris. Donc, c'est un peu plus généraliste et ça permet d'introduire des checkpoints. D'accord? Et c'est ce qui va permettre de passer à des modules suivants, enfin, au module suivant. Les workshops, comme je vous le disais, c'est des présentations animées par l'instructeur. Donc, ça peut se faire soit en présentiel, soit toujours sur la plateforme. Donc, il y a la possibilité toujours, pendant la semaine, d'introduire, c'est-à-dire des conférences ou bien des cours particuliers. Il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des one-to-one meetings, c'est-à-dire que c'est des échanges entre l'apprenant et l'instructeur, durant lequel il va y avoir différentes questions orales. Donc, c'est un échange oral entre l'apprenant et l'instructeur, tout simplement, c'est-à-dire pour avoir un feedback du côté de l'instructeur, mais aussi d'avoir une idée générale pour l'apprenant. Et enfin, il y aura un projet final ou lab phase. À ce moment-là, c'est la mise en pratique, c'est-à-dire de toutes les connaissances qui ont été acquises durant la formation par l'apprenant. Bien sûr, il y a une équipe d'instructeurs qui va suivre le travail, c'est-à-dire que ce soit pour la partie check-in, évaluation, workshop, one-to-one meeting ou projet final, mais toujours en encourageant, c'est-à-dire le travail autonome, d'accord, avec un suivi derrière. Bon, là, c'est contenu riche, interactif, assistance humaine, la communauté. Donc voilà, il y a la possibilité de travailler en communauté, vu que c'est sur une plateforme en ligne. Il y a le contact entre les différents apprenants. Donc il y a la possibilité d'échanger les différentes expériences ou bien les différentes difficultés. C'est-à-dire ça peut représenter aussi un forum ou bien un lieu d'échange pour trouver des solutions en groupe. Donc il y a un suivi personnel, comme je viens de vous le dire, et justement le parcours qui est orienté projet. Donc, c'est ça la grande particularité, c'est que c'est orienté projet à travers l'utilisation des logiciels, d'accord, pour préparer au mieux, c'est-à-dire les nouveaux diplômés ou bien toute personne qui veut consolider ses acquis. Voilà, donc bon, forcément, il y a la certification finale de CARCP Academy et de CP Engineers. Et enfin, bon, là, c'est les détails finaux en termes d'inscription, etc. Bon, on reviendra vers ça un peu plus tard. Donc, comme je vous le disais au tout début, il y a différents outils
pour la plateforme, plutôt pour la formation. L'un de ces outils, ça va être la plateforme. Pardon, j'ai inversé les deux. Donc là, on est sur la plateforme qui va présenter justement le cours, donc une petite présentation du cours, et en dessous, vous avez le contenu. Donc le contenu qui est enrichi, c'est-à-dire à travers différentes unités d'ouvrage qui peuvent être composées de différentes informations. D'accord? Donc là, on est en train de retrouver le même système de modules qu'on vient de voir dans le programme sur le site. D'accord? Donc les 5 modules, on va les retrouver sur la plateforme et chacun comporte un nombre plus ou moins enrichi d'informations, donc en fonction du module. Donc là, si je vais par exemple dans le premier module, on va avoir des généralités sur l'acier. Donc là, si je rentre, je vais retrouver par exemple les éléments du hangar. Je vais me retrouver sur une unité d'ouvrage qui comporte un document. Donc là, c'est un document, on a pris le soin d'introduire des documentations simplifiées, c'est-à-dire synthétiques, pour que ce soit des informations flash qui ne soient pas trop chargées, juste pour que ça représente des rappels qui serviront dans l'utilisation ou bien dans l'étude qui va suivre par la suite. Donc les différents documents se présentent de cette manière. Ils serviront, c'est-à-dire d'étapes clés ou de jalons qui nécessiteront d'être lus par l'utilisateur pour pouvoir passer à l'unité suivante. D'accord? Donc, on termine l'unité, on passe par exemple à un quiz. D'accord? Donc ici, on est sur l'élément ou bien l'unité d'apprentissage qui suit et dans ce cas, on se retrouve dans un quiz. Les quiz, c'est tout simplement des questions génériques qui permettent de vérifier, c'est-à-dire les connaissances acquises, donc comme on vient de le voir dans le site, c'est les différentes évaluations. C'est le premier point. C'est des exercices rapides sur lesquels, plutôt pour lesquels on peut répondre assez rapidement et qui permettent, c'est-à-dire de valider une unité d'apprentissage ou bien un segment de la formation. Voilà, donc là, c'est une partie. La troisième partie, vous allez avoir aussi des accès forcément à la partie logicielle. Donc forcément, le travail va se faire, comme on vient de le dire, dans un environnement logiciel. Donc il y a des vidéos qui permettent l'apprentissage des logiciels de manière plus ou moins aisée. D'accord? Donc là, il y a des présentations textuelles dans certains cas. Il y a des vidéos qui permettent de vérifier ou plutôt de suivre les différentes étapes de modélisation. Voilà. Donc à chaque fois, il y a un parcours dans lequel il y a une continuité. D'accord? Donc ici, vous allez avoir accès à toutes les unités d'apprentissage qui se suivent et qui ont, c'est-à-dire un cheminement cohérent selon l'objectif recherché pour cette formation. Durant l'accès au cours, il y a aussi la possibilité de consulter un certain nombre de fichiers accessibles directement à partir de là. Par exemple, la réglementation c'est-à-dire pour la construction métallique en Algérie, les différents Eurocodes, etc. Ou du moins des documentations génériques dans certains cas qui permettent d'agrémenter ou bien de fructifier la formation avec des éléments complémentaires. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du contenu en lui-même. À partir de là, vous avez aussi... Oui? Ah ben, oui, c'est bien fait, c'est présent, ça. Ah, je vais peut-être couper. Voilà. Donc, comme je vous le disais, pour le contenu, on était sur des cours, donc des unités d'apprentissage qui peuvent être plus ou moins variées. C'est souvent du texte, des explications, des formules, avec beaucoup d'images. Donc, comme le professeur Cardel l'a introduit dans sa présentation, c'est-à-dire présenter des exemples, des groupes d'ouvrages ou bien des exemples de cette manière permettent souvent d'avoir une idée un peu plus large, plutôt facile pour un sujet précis. C'est notamment le cas pour les quiz, les checkpoints, comme on vient de le dire, et aussi les projets finaux. Donc, comme on l'a vu sur la plateforme, il y a à la fin un projet final qui permet tout simplement de vérifier ou plutôt de contrôler l'apprenant dans son parcours pour vérifier, c'est-à-dire les compétences qu'il a acquises durant le parcours. Donc, c'est tout simplement une interface dans laquelle vous allez avoir la possibilité d'ajouter un fichier à partir de votre ordinateur. Donc, généralement, c'est un logiciel qu'on a utilisé pour la formation. Donc, à la fin, c'est un projet qu'on a réalisé
c'est-à-dire acquérir les différentes compétences. Voilà, donc là, on est sur un parcours classique. Sur la charpente métallique, il y en a un certain nombre, donc KRCP Academy ne s'arrête pas là forcément. Il y a un certain nombre de cours, la plupart sont dédiés à des logiciels, mais d'autres sont, c'est-à-dire un peu plus larges, comme on vient de le voir pour la charpente métallique. Voilà. Donc, tout ça devient justement accessible, que ce soit par rapport à la plateforme ou bien par rapport au parcours, notamment grâce aux logiciels. Donc les logiciels, pour certains de nos participants, ils le connaissent très bien, donc c'est CIP. On est sur des outils, c'est-à-dire pour l'architecture et l'ingénierie de la construction au sens large, mais là, vu qu'on est dans la charpente, on ne va pas forcément s'éparpiller, on va rester sur les outils de charpente. Le principe ici, bon, je ne vais pas forcément vous présenter les logiciels en eux-mêmes. On a déjà prévu des webinaires dédiés dans les prochains jours, à partir de lundi normalement, qui vont justement présenter, ou plutôt venir en support, c'est-à-dire à ce webinaire, pour vous présenter le logiciel dans le détail. Donc là, je vais tout simplement présenter l'aspect didactique du logiciel, notamment en termes d'accès aux informations. Donc, comme je vous le disais au tout début, ces logiciels, au-delà de leur aspect calcul, dimensionnement, vérification, dans le cadre d'une étude, bien sûr, ils permettent notamment de consolider les acquis. C'est-à-dire que là, c'est non seulement une conclusion d'utilisateur, mais aussi de plusieurs de nos clients. Donc, on reçoit souvent des retours par rapport au fait que les logiciels permettent justement de consolider les acquis et de permettre, c'est-à-dire une meilleure compréhension de certains phénomènes. Donc là, si je reviens sur l'aspect sismique notamment, on a la possibilité d'accéder au règlement parasismique algérien, l'RPA 99, version 2003, qui, c'est-à-dire synthétise l'ensemble du document réglementaire dans une seule interface et qui permet justement d'appréhender les différentes facettes du règlement. C'est-à-dire que là, en voyant le règlement s'afficher comme ça, on a la possibilité justement de comprendre l'étendue de ce qui est prévu dans le règlement. Donc, on connaît tous les coefficients de comportement, les différentes zones, etc. Tout ça est accessible directement de manière plus ou moins simplifiée. On a ici la possibilité de modifier la zone sismique, etc., avec l'accès à la carte. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que en cas d'oubli, c'est-à-dire ça nous arrive à tous d'oublier certaines informations, il y a toujours la possibilité d'accéder à des aides, souvent sous la forme de points d'interrogation. Bon, c'est pas forcément original, mais on arrive à se retrouver très facilement dans les informations qui s'affichent à l'écran. Donc, si vous avez des oublis, il y a toujours la possibilité d'accéder à des informations complémentaires. Ou bien, tout simplement, on met la souris dessus et on retrouve l'information en question. Voilà, donc on aura le même principe, par exemple, pour le vent. Donc, vous avez les différentes réglementations neige et vent, notamment pour l'Algérie. Donc là, vous allez avoir l'RNV 2013 avec les différents paramètres de calcul. Souvent avec des schémas, avec des informations qui permettent toujours voilà, de se retrouver. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément de vous encombrer l'esprit avec ce qui est écrit ou ce qui ne l'est pas. C'est tout simplement de montrer l'aspect didactique du logiciel. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez en voir plus, il y a des webinaires qui sont prévus pour ça la semaine prochaine. Voilà, donc là, c'est pour l'aspect un peu réglementaire. Si on va sur le logiciel CP3D qui permet le dimensionnement des structures en charpente métallique, bon, il permet de faire d'autres choses, mais on l'utilise souvent pour ça. Donc là, il va y avoir différentes informations, notamment en ce qui concerne les sections d'acier. Donc là, on va retrouver des bibliothèques d'acier couramment utilisées dans le domaine, notamment tout ce qui est HEA, IPE, etc. Et pour chacune, vous allez retrouver les informations spécifiques. C'est-à-dire que là, vous avez les propriétés de la section en question, qui changent en fonction des dimensions, etc. Sachant qu'il y a toujours la possibilité d'introduire des sections, limites inexistantes aussi, avec des caractéristiques propres à l'utilisateur. D'accord. Et pour chacune, vous allez avoir les propriétés qui s'y réfèrent. D'accord. Qui sont actualisées justement en fonction de ce qu'on a introduit. Voilà. Donc là, c'est une bibliothèque qui est préalablement introduite dans le logiciel parmi un certain nombre de bibliothèques justement, donc notamment ArcelorMittal et bien d'autres, c'est-à-dire dans le cas où on a besoin d'en exploiter d'autres.
Voilà, donc ça c'est pour l'acier. On retrouve la même chose pour tout ce qui est PRS, laminé, à froid, etc. Voilà. Et il y a notamment d'autres, comme je vous le disais, c'est pas forcément pour la charpente. Ça permet aussi de dimensionner du bois, de l'aluminium et du béton. Mais bon, on l'utilise principalement pour la charpente. Voilà. Donc ça c'est une chose. En termes de caractéristiques propres à ces différentes sections, ou plutôt à ces éléments, donc en termes de flambement, comme je vous le disais, vous allez souvent retrouver des explications, des schémas qui permettent justement d'exploiter au mieux les informations qu'on a à l'écran. Donc, on ne se retrouve pas forcément avec des coefficients seulement. Donc, il y a souvent des schémas qui permettent des rappels comme ça, c'est-à-dire pour simplifier l'introduction des informations. Voilà. Bon, je vais retrouver la même chose pour le déversement, notamment. Voilà. Donc, les différents coefficients en fonction des conditions limites, etc. Voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais c'est-à-dire avec le temps, on a vu que cet aspect a permis, c'est-à-dire une grande facilité de compréhension ou bien d'appréhension des données et des informations qui sont introduites. Voilà, donc on peut retrouver par exemple pour un élément donné, une poutre, toutes les informations qui s'y réfèrent et ça permet un peu de condenser les informations. C'est notamment le cas en termes de notes de calcul. Donc là, vous avez la possibilité de générer des notes de calcul simplifiées, c'est-à-dire selon le niveau de détail que vous souhaitez. Et dans ce cas, on va retrouver l'ensemble des vérifications réglementaires. Donc là, c'est le recode 3 avec l'article en question. D'accord? Donc là, on va voir l'application numérique. Donc là, l'intérêt pour l'apprenant, il est évident. Au-delà, c'est-à-dire de l'aspect vérification, ça permet tout simplement de consulter l'ensemble des vérifications nécessaires pour tel ou tel élément, avec à chaque fois les applications numériques. Donc, forcément, l'intérêt, il est tout là. Donc, on a la possibilité aussi de consulter une note complète qui reprend un certain nombre d'informations, donc le récapitulatif des vérifications avec la note de calcul détaillée en dessous. Voilà, donc là, vous avez par exemple pour la résistance à la flexion, toutes les formules avec la résistance au déversement en dessous. Bon, ça va être un peu le même principe pour l'ensemble des fonctionnalités. Bon, je peux vous montrer rapidement les assemblages avant de finir. Donc là, le principe reste le même. On va pouvoir paramétrer nos assemblages librement. Et justement, la facilité d'accès ici, ou plutôt l'aspect didactique pour les apprenants, c'est qu'il va pouvoir afficher les différentes erreurs sur le modèle. Donc, au-delà de l'aspect réglementaire, vérification, qui affiche des notes de calcul pour la vérification, vous allez avoir aussi des vérifications sur le modèle. D'accord? Donc là, forcément, pas besoin d'être forcément un génie pour deviner que la soudure dépasse de l'élément. Donc là, ça ne passe pas. Mais le logiciel, lui, il ne sait pas à quel niveau vous vous trouvez. Donc forcément, il va afficher en dessous que ça ne passe pas. D'accord? Voilà, donc à ce moment-là, forcément, il faut rallonger la platine et on aura débloqué ce problème. On peut aussi avoir des plans qui permettent un certain nombre, voilà, plutôt d'avoir accès à un certain nombre d'informations, notamment pour les assemblages. Voilà, donc pour les assemblages, on peut afficher des plans d'exécution qui seront bien évidemment par la suite, c'est-à-dire exportables à différents formats sur lesquels on peut travailler ensuite. Donc là, on peut composer directement les planches pour les plans. Voilà. Donc là, on a accès directement à l'ensemble des plans accessibles à partir d'une seule interface. Donc je peux afficher par exemple les détails ici seulement. Voilà, juste pour ne pas encombrer le modèle. Voilà. Et on retrouve l'ensemble des détails nécessaires à la compréhension du plan. Voilà, donc l'intérêt, il est là justement, c'est d'accéder à un outil qui lui-même
permet une compréhension accrue à travers différents modules ou bien différentes données supplémentaires, notamment, bon, je passe rapidement sur tout ce qui est mémoire de calcul manuel d'utilisation, qui sont eux-mêmes des sources d'informations très riches, c'est-à-dire que ce soit en phénomène ou bien en comportement, formule, etc. Donc, c'est des informations très générales, mais qui permettent aussi de comprendre le fonctionnement du logiciel. Donc, avant tout, il faut se rappeler que c'est des outils qui sont constitués d'algorithmes et de moteurs de calcul, mais au-delà de ça, c'est aussi des formules de calcul, etc., sur lesquelles il faut souvent revenir pour comprendre certains phénomènes. Et c'est justement tout l'intérêt de la formation qu'on a élaborée au sein de KRCP Academy. Donc voilà, je vous ai présenté vraiment de manière générale. Donc je pense que je vais quand même m'arrêter là pour ne pas trop étendre la présentation. J'ai présenté grosso modo l'essentiel de ce que je voulais vous présenter. À partir de là, je vous le dis quand même, il y a des webinaires qui sont prévus pour agrémenter cette présentation avec des présentations, c'est-à-dire forcément dédiées au logiciel. D'accord? Donc là, c'est pas vraiment l'objet. Là, l'objet, c'était vraiment de montrer un peu la formation, de quoi elle est constituée et le parcours, comment il est fait. Voilà, donc je pense qu'on peut directement passer aux questions. Professeur Kerdal, si vous voulez peut-être un petit mot sur... vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Vous Oui, m'entendez? c'est-à-dire sur le parcours. Oui, je vous entends, oui. Je vous disais Non, sur le contenu, sur le parcours et sur la continuité. le peu que j'ai vu, c'est parfait parce que vous alliez le, la formation sur logiciel avec des rappels, si vous voulez, de formation pédagogique, c'est-à-dire sur le règlement qui existe. Donc, comment euh, un logiciel, si on ne lui donne pas des données, il ne peut pas fonctionner. C'est bien ça. Il faut lui donner des sections, il C'est faut lui ça, donner c'est ça. donc, il faut avoir des connaissances de base pour pouvoir faire des prédimensionnements qui peuvent ensuite être vérifiés par le logiciel et ensuite on adapte. C'est comme un tiré au canon, on tire trop loin et puis le Ouais, troisième coup on est au milieu. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut une formation qui soit adaptée au logiciel. Et je pense que c'est ce que vous avez compris. Et ça a l'air d'être parfait pour des gens qui veulent allier la partie didactique à la partie informatique. Voilà. Et puis les plans, c'est c'est ça, surtout exactement. la sortie finale pour Ouais, un, c'est la réalisation. Donc c'est les plans. Il faut que les plans soient très détaillés et c'est ça le plus important. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de diagrammes des moments exact. fléchissants pour montrer si les nœuds sont en équilibre, pour montrer si une charge va vers le bas, le moment va vers le bas, etc., etc. C'est très important de visualiser parce qu'actuellement Très on bien, visualise. voilà, Il y a des voilà. questions, Très bien. Donc, oui, justement, il y a quelques questions, ça comme s'est je vous le disais coupé. tout à l'heure, il y avait des questions. Ça, Juste- vous m'entendez comme ça? Allô, allô? 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 Euh, bon, on va peut-être répondre aux questions relatives à ma présentation en attendant que la connexion soit rétablie. Donc, on reçoit des questions relatives à l'avantage de l'utilisation du logiciel CIP par rapport à d'autres logiciels. Donc, bon, je pense que l'intérêt, c'est justement un peu ce que j'ai présenté, c'est la possibilité d'avoir accès à des informations de manière plus ou moins simplifiée, c'est-à-dire que c'est l'aspect didactique pour l'apprentissage. Donc, l'utilisateur, il n'est pas lésé. Certes, il y a toujours le support technique derrière qui peut intervenir, mais on a eu beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas eu besoin d'aide forcément. Donc, ils ont pu se retrouver très facilement dans l'utilisation des logiciels, simplement à travers quelques indications ou alors, c'est-à-dire le manuel, les différentes
au niveau de l'interface du logiciel, etc. Voilà. Donc, est-ce que la formation est gratuite? Non, elle n'est pas gratuite. C'est une formation forcément payante. C'est-à-dire l'accès se fait à partir de la plateforme avec une intervention de différents instructeurs, un suivi personnalisé, etc. Voilà. Donc, c'est un pack complet qui est compris. Voilà. Quel est le rôle de KRCP Academy? Bon, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de préparer concrètement les nouveaux diplômés au monde du travail. Donc, c'est l'idée de base, mais aussi, c'est-à-dire d'aider le praticien ou bien l'ingénieur, le technicien dans le cadre de son travail et pour développer de nouvelles compétences ou bien se mettre à jour tout simplement, que ce soit d'un point de vue normatif ou bien en termes d'outils numériques tout simplement. Alors, en tant qu'étudiant, alors on me demande en tant qu'étudiant comment on peut accéder aux licences CIP. Donc, ça permet d'accéder à des licences entre les universités. Dans ce cadre, il faut forcément avoir signé une convention entre l'établissement d'enseignement, comme on l'a fait avec l'université d'Oran, et CIP justement pour avoir accès à ces licences. Voilà, donc les étudiants et les enseignants peuvent avoir accès à ces licences de manière gratuite dans ce cas. J'ai une autre question. Qui peut participer à cette formation? Donc, tout type de, c'est-à-dire, c'est des profils variés, mais principalement des techniciens, des ingénieurs, et de toute discipline confondue. Donc là, on est dans la charpente métallique. Forcément, c'est des initiés à la charpente, mais ça peut être aussi des personnes qui ont étudié en profondeur la charpente et qui ont des connaissances, qui veulent un peu enrichir ces connaissances à la fin. Voilà, donc c'est pas forcément, il n'y a pas un public fermé par rapport à ça. Quel est le prix d'une formation? Bon, pour le prix, je pense que je vais vous laisser prendre contact avec le service commercial directement. Donc, vous pouvez accéder aux coordonnées directement sur le site ou tout simplement sur krcpacademy.com, vous avez la possibilité de remplir un formulaire qui permet justement d'avoir accès à toutes ces informations. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que pour les étudiants, c'est les mêmes prix? Bon, là, on est justement pour les étudiants, il y a une campagne qui va être lancée dès dimanche, qui pourrait être intéressante pour les étudiants justement. Ça va être des formations de 3 à 6 heures. Donc, c'est des petits modules, plutôt des petits ateliers qui vont permettre, c'est-à-dire d'accéder à des licences d'utilisateurs pendant une journée pour se former à l'utilisation de ces logiciels. Voilà. Donc, comme je vous le disais, comment on peut s'inscrire? Donc, on peut revenir sur l'interface du site. Je vais juste revenir en présentant. Bon, on me dit que le professeur Kardal n'arrive pas à se connecter. Je pense qu'il a un problème d'accès déjà Menando, parce que de notre côté, je pense pas qu'on ait Est-ce que cette formation est online ou présentielle? Donc, c'est les deux. C'est les deux, justement. C'est qu'il y a une grande partie en ligne. Donc, le plus gros va se faire en ligne. La partie en présentiel, c'est une fois par semaine, en présence de l'instructeur, pour consolider les différentes informations acquises, plutôt l'apprentissage. Bon, je vais juste afficher mon écran. Voilà. Donc là, on nous demandait comment s'inscrire au niveau de la formation, comment avoir les informations, qui peut participer. Donc là, vous avez sur le site directement, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, krcpacademy.com. Normalement, vous arrivez à voir maintenant. krcpacademy.com. Vous accédez au site et tout en bas, vous avez accès à un formulaire. Bon, là, il y a une petite latence, mais ça va venir chez vous.
Voilà, donc tout en bas, il y a le formulaire qui permet justement d'introduire les différentes informations et à ce moment-là, vous allez être contacté pour voir quels sont les modules qui vous intéressent ou bien quels sont les cours qui vous intéressent. Voilà. Bon, est-ce que, bon, formation présentielle, USTO pour le PFE, bon, ça c'est dans un autre cadre, on est en préparation pour quelque chose dans ce sens pour après le mois de Ramadan. Voilà, bon, je ne sais pas si le professeur Kardal va pouvoir revenir parmi nous. Il y avait quelques questions pour sa partie. À la limite, on pourra y répondre par email, donc on a les coordonnées des participants. On pourra directement vous envoyer la présentation avec les différentes questions et leurs réponses. Voilà, donc je pense que ce sera plus intéressant, un petit récapitulatif du webinaire en lui-même. Voilà, donc pour ma part, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été utile pour vous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver dans les prochaines sessions de webinaire dès la semaine prochaine. Donc, il y a une partie, comme je vous l'ai dit, pour les logiciels, purement logiciels. Donc, ça va être présentation du logiciel, si ça vous intéresse. Mais il y a aussi les webinaires thématiques, donc sur la charpente métallique. Donc, celui-là, c'est le premier. Il y en aura deux autres, un la semaine prochaine et le dernier pour la semaine d'après. Bon, on me dit que le professeur Kardal va peut-être revenir. Ok, donc on va attendre qu'il revienne. On va attendre qu'il revienne. Est-ce que le cours, bon, on a de nouvelles questions. N'hésitez pas à poser des questions justement, vu qu'on attend le retour du professeur Kardal. Donc, est-ce que le cours sur le logiciel CP sont de manière générale ou seulement pour la partie construction métallique? Il y a deux cours principaux de ce type, donc en hybride. Il y a un cours pour le béton armé, un cours pour la charpente métallique. Pour l'instant, c'est des cours qui constituent quand même un certain nombre d'informations à introduire, donc forcément, ça nécessite une préparation accrue. Donc, il y a deux cours, béton armé, charpente, mais pour les logiciels purement, formation purement logicielle, il y a des formations pour l'ensemble des logiciels, forcément. Donc, l'ANA, c'est vraiment pour les cours un peu hybrides, comme on a dit. Alors, si on s'inscrit à CAR CP Academy, est-ce qu'on aura à bénéficier de l'ensemble des formations? Pas forcément, enfin, c'est-à-dire, ça dépend des modules qui vous intéressent. Donc, vu qu'il y a des différentes disciplines, c'est pas forcément dédié à l'aspect structure seulement ou à la charpente. C'est vraiment très varié. Il y a de la gestion de projet, de l'économie, il y a du bilan thermique, il y a différentes disciplines. Donc, il n'y aura pas forcément accès à toutes les disciplines. C'est selon le corps d'état qu'on cible. Bon, je vais peut-être appeler le professeur Kardal et le mettre en ligne. Comme ça, il pourra communiquer avec nous directement. Oui, Professeur, ça va? ça va, Alhamdoulilah. ça s'est coupé tout seul. C'est pas pourquoi je suis à D'accord. côté du modem, donc j'ai pas compris. Allez, on finit avec le téléphone en classe. Si l'assistance peut juste confirmer qu'il vous écoute, Agda, on pourra répondre aux questions. Il n'y a pas de problème. Donc je parle au téléphone directement. C'est ça, au téléphone, je D'accord. pense qu'il vous écoute sans problème, donc voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Les questions? Non, non, il y a deux questions. Il y a Deux deux questions, questions. d'accord. Donc, on demande principalement les différences entre l'Eurocode et le CCM 97. Alors, je vais répondre. Oui, Je oui, vais allez-y. répondre. Alors, le Allez-y. CCM 97, c'est la première version de l'Eurocode 3 de 1993. CCM 97, c'est le code de construction métallique 1997. Donc, il n'a pas évolué depuis. L'Eurocode 3 a évolué. Il y a une version améliorée, si on peut l'appeler, qui date de 2005. D'accord. Donc, l'Eurocode algérien, le CCM 97,
est antérieur. Il s'est arrêté il a été rédigé en 97 sur la base de l'Eurocode 3. C'est une copie conforme du premier Eurocode. Donc, il y a, par exemple, une différence, c'est dans la valeur de gamma M0. Gamma M0 pour l'Eurocode 3 algérien, c'est 1,1. Dans le nouvel Eurocode, c'est 1. Dans l'Eurocode 3 algérien, il y a 4 courbes de flambement. Dans le nouvel Eurocode, il y a 5 courbes de flambement. Le nouvel Eurocode introduit les nuances d'acier beaucoup plus élevées, comme le S450, ce que ne fait pas le CCM 97. Donc il y a c'est pas de grande différence, mais il y a une différence essentielle aussi dans la vérification des poteaux comprimés fléchis. Dans les poteaux comprimés fléchis, la vérification est beaucoup plus complexe. Dans la nouvelle version de l'Eurocode, l'Eurocode de 2005, que dans le CCM 97, qui est beaucoup plus simple. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, deuxième question. Deuxième question, bon, je ne sais pas si c'est une question. On dit révision du CCM 97, et je ne sais pas si est-elle nécessaire ou est nécessaire. Quelle est la révision? On copie les règlements. Voilà. On copie le règlement européen, on n'a pas besoin de faire on prend le règlement européen, on regarde ce qui peut être adapté. En général, si on applique les normes européennes, par exemple, si l'acier algérien qui va être produit, puisque là on va commencer à produire, je pense, des sections en acier de type IP, etc. Je pense que ça va se faire dans les mois ou les années à venir. Je sais qu'à Oran, à côté de Tossiali, il y a une usine qui est en voie d'homologation pour faire des produits sidérurgiques longs, tels que les profilés en I et en H, je pense. Donc théoriquement, s'ils sont aux normes européennes, il n'y a pas de problème, puisque dans ce qu'exige l'Eurocode, c'est que ce soit marqué EC. Donc il faut que les produits qu'on utilise soient homologués en Europe. Donc s'ils sont homologués en Europe, on peut appliquer les règlements européens. S'ils ne sont pas homologués, il faut réduire les coefficients par exemple, de pondération. Au lieu de prendre, par exemple, pour gamma M0, le coefficient de pondération pour la sécurité 1, on va prendre 1,1 si on n'est pas sûr de l'origine du produit. C'est tout. Faire c'est-à-dire on a copié l'Eurocode 3, on ne va pas s'amuser à refaire ce que les Européens font. Ce qu'on peut demander, c'est à les rejoindre. Donc à participer au comité d'évaluation, puisque actuellement ils sont en train de l'Eurocode. Nous avons rencontré le jour de SICOM, professeur de Nancy. Ils sont en train de changer les règles de calcul des flèches limites. La flèche limite qui est actuellement de L sur 250 peut peut-être passer à L sur 300, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant de mettre L sur 250, la longueur sur 250 comme flèche limite. Donc ils sont en train de travailler sur ça. Il y a d'autres comités qui travaillent sur d'autres points, comme pour les poteaux comprimés fléchis, comme pour le déversement, etc., etc. Donc il y a énormément de travail qui est en train d'être fait, mais c'est au niveau de l'Europe. Donc nous, on n'est pas participant à ça. Peut-être que dans des pays maghrébins où ils ont la chance d'être dans les circuits, mais en Algérie, on n'est pas vraiment dans le circuit européen, puisqu'on a du mal à se déplacer. Il faut pouvoir se déplacer, c'est ça. Il est possible qu'il y ait des enseignants algériens, des professeurs algériens, des experts algériens qui participent. Je ne suis pas au courant. Voilà. C'est tout. Il y a d'autres questions? On a deux dernières questions pour finir. Donc, on vous demande quand est-ce qu'il faut prendre gamma 0 à 1,1 et à 1. Donc, c'est le CTC. Le CTC, s'il applique le CCM 97, il va vous dire c'est 1,1. S'il est aux normes actuelles, il va vous dire 1. Donc, je n'ai pas de réponse. Si j'applique le CCM 97, ben, j'applique le CCM 97 bêtement. Sinon, moi, dans mes cours, je dis c'est 1,1, mais je fais les calculs avec 1. Je dis le CCM 97 dit c'est 1,1, mais on prend 1. Donc, ensuite, c'est à vous de vous débrouiller avec le CTC. Très bien. Voilà. Une dernière question. Oui. Est-ce que la poutre au vent doit être liée au potelet pour offrir une meilleure transmission des efforts dus au vent?
que ce soit sur le lampon, sur le pignon, la tête du potelet doit être face à un point d'appui de la ferme poutre au vent, puisque c'est la poutre au vent qui va transmettre les efforts qui proviennent du potelet. Mais en général, quand on regarde la manière dont les constructeurs métalliques ici réalisent des poutres au vent, il n'y a aucune connexion, j'ai vu ça très souvent, il n'y a aucune connexion entre le potelet et la poutre au vent. On ne sait pas à quoi sert vraiment cette poutre au vent, parce que le potelet n'est pas en contact avec cette poutre au vent. Donc, théoriquement, oui, la réalité est différente. Voilà. Très bien. Voilà. Je vais répondre à une dernière question qui concerne le téléchargement du logiciel CIP. Donc, on nous demande est-ce qu'on peut le télécharger. Bon, il y a le site CIP Algérie sur lequel vous pouvez directement accéder pour télécharger le logiciel. Donc, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, voilà, pour accéder au logiciel. Donc, voilà, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Professeur Kardal, je vous remercie pour votre participation, pour vos... J'ai été compréhensible, que les gens ont entendu ma voix et que c'était clair, parce qu'en une demi-heure, c'est très difficile de résumer. Je pense, oui, voilà. Oui, c'est pas évident de résumer, mais vous avez synthétisé d'une très bonne manière. Voilà. J'ai essayé de faire le En tout cas, on vous en remercie et j'espère qu'on aura d'autres occasions de vous retrouver. Voilà. Pour les participants, comme je vous le disais, vous aurez l'occasion de retrouver d'autres webinaires dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre les différents événements qui vont... Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous m'informez par mail et puis je me contacterai. Voilà. Très bien. Très bien. J'espère que je n'aurai pas de problème de connexion comme aujourd'hui. Parfait. Très bien. Allez, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.